Donc, Hildegard de Bingen, les causes et les remèdes. Sur les tempéraments, c'est-à-dire les 4 humeurs. Les flegmatiques. Et lorsque chez les hommes sont produites les diverses humeurs et flegmes, et que chez ces mêmes hommes, ces flegmes sont excités par une nourriture et une boisson immodérées, de folles réjouissances, la tristesse et la colère, ou des débordements de débauche, ces flegmes entrent en ébullition, comme de l'eau dans un chaudron sous lesquels on a allumé du feu. Et ils émettent des sortes de gouttes de feu, qu'ils envoient comme des flèches dans la chair, le sang et les veines, et ils imprègnent les hommes d'une grande âcreté, tout comme de la fumée piquante qui fait couler les yeux. Ceux qui ont cette complexion brûlent bien souvent de colère, mais bien vite ils oublient, car ils aiment la bonté, tout comme, quand la tempête s'est levée, on voit ensuite apparaître le soleil. Si grande est la force de la complexion, que leurs flegmes qu'ils se mettent facilement en colère et sont facilement joyeux, mais ils ne parviennent pas à une vieillesse accomplie. Alors, on fait une pause. Donc ça, c'est les flegmatiques. Ouais. Donc il y a 4 humeurs, normalement. Il y a les sanguins, les mélancoliques ou billes noires, les billes jaunes et les flegmatiques. Les flegmatiques ou lymphatiques. D'accord? C'est la colère. Non, non, non. La colère, c'est autre chose. Donc, les sanguins, les billes jaunes, billes noires, et la bile noire on appelle mélancolie, et les flegmatiques ou lymphatiques. Donc, la bile noire, elle est plutôt noire, la bile jaune, elle est jaune, le sanguin, c'est rouge, et flegmatique, en fait, c'est incolore. Le flegme, la lymphe, c'est un peu comme de l'eau, enfin, c'est un peu incolore. Donc ça, c'est les flegmatiques. Et donc les flegmatiques, moi, ça correspond à ce que je pense aussi, sauf que là, elle essaye de voir comment les sentiments sont éveillés, en fait, les pulsions, les émotions chez le flegmatique, mais le flegmatique, en fait, il n'a pas de passion très forte. C'est pour ça qu'elle dit, il a une colère, mais en fait, elle est vite oubliée, elle ne reste pas, quoi, elle n'est pas très passionnelle. Donc le flegmatique, c'est parmi les 4 humeurs ou 4 tempéraments qui est le moins passionnel, le moins passionné. Et donc la médecine ancienne, c'est que en fait tous les êtres humains ont évidemment les 4 humeurs, mais celui qui est flegmatique, c'est qu'il a plus de flegme que les autres humeurs. Voilà. Ensuite, vas-y. Donc, c'est les mélancoliques. Il y a d'autres hommes qui ont l'esprit triste, timide, hésitant, si bien qu'il n'y en a eu ni stabilité ni solidité. Ils sont comme un vent fort qui est inutile à toutes les plantes et à tous les fruits. En eux se développe un flegme qui n'est ni humide ni épais, mais tiède, et qui ressemble à un écoulement qui s'attache et s'étend en longueur comme de la résine, et qui produit la mélancolie qui, dès les débuts de la race d'Adam, est née du souffle du serpent, parce qu'Adam a suivi son conseil pour sa nourriture. Après, il y a la maladie de la mélancolie, je sais pas si je dis. Alors, en fait, la mélancolie, donc c'est la bile noire. Comme elle est noire, elle est considérée comme venant de quelque chose d'évidemment plutôt négatif. Mais attends, j'essaie de me rappeler ce qu'il dit. Relis un peu le début, s'il te plaît. Il y a d'autres hommes qui ont l'esprit triste, timide, Voilà, hésitant. donc triste. Donc la mélancolie, évidemment, c'est lié à la mélancolie, ce qu'on appelle ordinairement la mélancolie, déjà, évidemment. Donc c'est un tempérament plutôt triste. Et ensuite, Si bien qu'il n'y a en eux ni stabilité ni solidité. voilà. Ils sont comme un vent fort qui est inutile à toutes les plantes et à tous les fruits. Voilà, donc en fait, c'est. Bon, après, elle va redéfinir encore d'autres manières la mélancolie, mais c'est des personnes qui sont quand même très. Contrairement au flegmatique, tu vois, le flegmatique avait une colère puis il l'oubliait, tandis que là, le mélancolique, lui, il peut avoir des passions si on veut, mais comme elle dit, c'est un vent fort, c'est-à-dire que le mélancolique peut avoir des passions, mais assez fortes. Alors après, il faudra comparer aux autres. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Après, justement, elle dit en eux se développe un flegme qui est ni humide ni épais mais tiède. Ah oui, en fait, elle parle du flegme des mélancoliques. Donc c'est très spécifique ici pour ce paragraphe. Elle parle
le type de flegme qu'ont les mélancoliques. Donc c'est le flegme, mais influencé par le tempérament mélancolique. Et qui Voilà. ressemble à un écoulement qui s'attache et s'étend en longueur comme de la résine. Donc ça, voilà, c'est les puissances subtiles du flegme voilà, qui s'étend, voilà, comme de la résine, c'est-à-dire c'est une substance qui est un peu plus, qui est moins liquide en fait que chez le flegmatique, j'ai l'impression. Ça devient plus, bon, après c'est des conceptions subtiles des puissances, enfin des fluides organiques. Bon, on va lire la suite pour voir ce qu'elle dit sur le. Ouais, et qui produit la mélancolie. Au début de la race d'Adam et d'un souffle du serpent, parce qu'Adam a suivi son conseil par sa nourriture. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'elle dit sur la maladie? Donc après, la maladie de la mélancolie. Cette mélancolie est noire et amère et produit toutes sortes de maux, parfois même jusqu'au cerveau, et elle fait pour ainsi dire bouillir les veines jusqu'au cœur. Elle provoque de la tristesse, fait douter de toute consolation, si bien que l'homme ne peut avoir aucune joie, qu'il s'agisse d'espérer la vie d'en haut ou de se consoler de la vie présente. Cette mélancolie est naturelle chez tout homme à cause de la première tentation du diable, parce que l'homme a transgressé le commandement de Dieu en mangeant la pomme. À cause de cet aliment, la même mélancolie s'est développée en Adam et en toute race. Et elle provoque chez les hommes de toutes sortes de malheurs. Et parce que le flegme cité plus haut est tiède, il ne détruit pas la force de la mélancolie, comme le font les deux autres flegmes susdits, qui tirent tant de force, l'un de son humidité et l'autre de son épaisseur et de son amertume. Qu'il résiste à cette mélancolie, de même qu'un chaudron placé sur le feu l'écrase et l'empêche de jaillir. Les gens qui ont cette complexion sont souvent en colère et éprouvent, pour leur bien, beaucoup de crainte envers Dieu et les hommes. Et certains d'entre eux vivent assez longtemps parce que la force de leur flegme est telle qu'elle ne tue ni ne vivifie complètement l'homme, comme cela se produit d'habitude pour un prisonnier que l'on ne met pas à mort, mais qui n'a pas le droit de s'en aller. Ainsi l'homme, comme il a été dit, tire sa force des 4 humeurs, de même que le monde est formé de 4 éléments. Voilà, donc ça c'est un rappel de la cosmologie vraiment traditionnelle. Alors, donc ça, le mélancolique, vous voyez que évidemment elle parle des maladies, des passions qui sont chez les mélancoliques, et on a l'impression qu'elle parle de quelqu'un qui est un peu dégénéré ou un peu passionnel, mais elle parle voilà, des passions qui existent de toute façon chez n'importe qui, parce que c'est lié à des fluides vitaux, donc voilà. Et donc le mélancolique, c'est la personne donc qui est entre comme elle le dit, en fait, il y a une sorte d'équilibre dans les flegmes chez le mélancolique. Et du coup, en fait, c'est des personnes, on a l'impression qu'elle parle de personnes qui sont plus proches de la spiritualité quand même. C'est les personnes, comme elle le dit, c'est des personnes qui ont la crainte de Dieu, mais qui ne sont pas totalement certaines elles sont pas dogmatiques en fait. Parce que comme elles doutent, elles sont dans une sorte de désespoir, mais de désespoir qui ne, qui n'est pas égoïste. Qui n'est pas égoïste. Donc du coup, ils sont un peu assis entre deux chaises, parce que ils sont entre deux mondes en fait. Ils sont entre Dieu et le monde, et ils sont contents ni de l'un ni de l'autre. Et en fait, beaucoup de prophètes étaient comme ça. Quand vous regardez Jacob qui combat avec l'ange, quand vous regardez Jonas qui se plaint auprès de Dieu, etc., qui n'aime pas, qui fuit parce qu'il n'aime pas le monde, il veut pas aller à Ninive, etc., puis en même temps il se plaint auprès de Dieu, etc. Il y a beaucoup de prophètes qui sont comme Jérémie aussi, les lamentations de Jérémie, donc voilà, c'est. Et donc, et comme elle le dit, elle parle pas de spiritualité à propos du flegmatique, mais elle en parle à propos du mélancolique. Donc on a l'impression que ça correspond bien à l'idée le mélancolique, c'est la personne qui est plus apte, qui a plus tendance à la plus d'aspiration spirituelle en fait. Mais ce qui facilite pas les choses forcément, puisque être mélancolique, c'est quand même voilà, avoir les problèmes d'équilibre des fluides qui vont avec aussi, hein. Donc, comme elle le dit elle-même. Elle provoque chez les hommes toutes sortes de malheurs. Voilà. Donc, et ça, on retrouve très bien, par exemple, chez Jérémie, si vous lisez le livre de Jérémie, ou d'autres prophètes, Isaïe aussi, etc. Alors, des questions ou des remarques? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du mal à voir le côté spirituel quand même, parce que Bah, c'est assez complexe et en plus, il faut lire la globalité ouais. parce que, alors, on va continuer. Essaye c'est les éléments. Attends, vas-y, donne-moi le bouquin, je vais te chercher.
la suite sur les autres tempéraments. Je loupe. Ouais. Elle dit qu'ils vivent longtemps aussi, quoi. Ah oui, les mélancoliques Elle dit vivent qu'ils longtemps. vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Et ça En correspond. général, ceux qui vivent longtemps, justement, c'est des gens qui n'ont pas réussi. Enfin, on en avait parlé ce matin, je crois, c'est que on reste plus longtemps sur Terre parce qu'on n'arrive pas à se détacher des passions, des choses comme ça. Oui, mais ça dépend. C'est pas dans ce. Ça dépend. Là, on voit qu'elle dit qu'il y a des personnes qui vivent longtemps, mais par exemple, certains ermites vivaient effectivement très longtemps. Saint Antoine a vécu 106 ans, je crois. Et tous les premiers pères du désert, vous regardez leur date de vie, en fait, ils ont vécu très souvent centenaires. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient alimentés par un feu mélancolique. Ils restaient très maigres, bon, ils mangeaient peu, ils étaient maigres, mais ils avaient une sorte de feu intérieur très profond, un peu obscur en quelque sorte, au sens que c'était pas solaire, pas des conquérants, pas des. Ils vivaient retirés, tout ça, donc c'est un peu. Mais ça les empêchait pas de vivre très vieux. Alors, il résiste à cette mélancolie, de même qu'un chaudron placé sur le feu l'écrase et l'empêche de jaillir. Voilà. Alors, voilà, c'est des gens qui sont de cette complexion, sont souvent en colère et éprouvent pour leur bien beaucoup de crainte envers Dieu et les hommes. Et certains d'entre eux vivent assez longtemps. Parce que la force de leur flegme est telle qu'elle ne se tue ni ne vivifie complètement l'homme. Donc ça équilibre le flegme. Alors après, on va voir les autres tempéraments, d'autres explications. Flegme et humeur. Qui veut lire la suite? Les divers flegmes. Le flegme sec est tiré de la chaleur du feu qui le fait naître, l'humide de l'humidité de l'air, l'écumant du sang aqueux et le tiède de la chair terrestre. Et si l'un d'entre eux se développe outre mesure dans un homme, c'est-à-dire s'il n'est pas adouci ou tempéré par un autre, il cause la perte de cet homme et l'affaiblit. Mais si chacun conserve exactement sa mesure, c'est-à-dire s'il est tempéré par un autre, et de ce fait contraint de garder correctement sa mesure, il donne à l'homme la santé et la lui conserve. Lorsque l'un domine en situation de puissance, un autre lui est soumis en servitude, et les deux derniers les accompagnent tranquillement de leur liqueur, de façon équilibrée. Le corps de l'homme se trouve ainsi dans la tranquillité. Voilà. Alors ça, c'est un rappel de la conception traditionnelle des humeurs. Hein. Donc ça, c'est facile à comprendre. On voit bien qu'elle se rattache à toutes les médecines traditionnelles. Enfin, c'est en cohérence avec les médecines traditionnelles. Et par exemple, la médecine taoïste, voilà, où l'important c'est l'équilibre des humeurs. Et chaque humeur doit être équilibrée par les autres. Mais dans chaque être humain, en fait, il y a quand même une humeur principale qui va la dominer, tout le monde a une humeur principale, en fait. L'individualité d'une personne va résider dans la manière dont va se gérer la domination d'une de ces humeurs avec la rééquilibration des autres. Donc c'est dans la vie que ça va se gérer et puis que ça va s'exprimer puis que les déséquilibres après vont occasionner des maladies. Voilà. Ensuite. Mais le Oui. but, c'est justement d'arriver à cet équilibre, même s'il y a un déséquilibre de base Oui. dans chaque être humain. Le but, c'est d'intérieurement revenir à cet équilibre. Voilà. Et les remèdes, ça aide à revenir à l'équilibre, D'accord. notamment. Les humeurs. Étant donné qu'il y a 4 humeurs, les 2 dominantes sont appelées flegmes et les 2 inférieures liqueurs. Celle des humeurs qui est dominante est plus abondante que celle qui vient ensuite d'un quart et d'un sixième, et celle qui vient ensuite est faite de 2 parties et du reste de la troisième. Alors, chez chaque être humain, c'est qu'il y a des humeurs dominantes et des humeurs secondaires. Du coup, chacun aura... Donc les humeurs secondaires, c'est un peu compliqué parce que du coup, on les appelle des flegmes. Donc la lymphe, et par exemple, si quelqu'un est faible en lymphe et en sang, elle va appeler, ce que je comprends, peut-être à corriger, mais ce que je comprends, c'est que le sang faible sera appelé un flegme, et la lymphe faible sera appelée un flegme aussi, chez cette personne.
Tandis que les deux dominantes seront appelées des liqueurs. Ah, parce que là, j'ai l'impression qu'elle disait les deux dominants sont appelés flegmes et les deux inférieurs liqueurs. Ah, mais c'est l'inverse, C'est oui, l'inverse. c'est l'inverse. J'ai dit l'inverse. C'est ainsi que l'humeur qui est première l'emporte sur la seconde, et on les appelle flegmes. La seconde l'emporte sur la troisième, et la troisième sur la quatrième, et toutes deux, c'est-à-dire la troisième et la quatrième, sont appelées liqueurs. Et les plus élevés l'emportent en abondance sur les plus faibles, et les plus faibles modèrent l'abondance des autres par leur rareté. Et quand l'homme est dans cet état, il est dans la tranquillité. Mais lorsqu'une humeur quelconque excède sa mesure, l'homme est en danger. Et lorsque l'une des liqueurs susdites dépasse anormalement sa mesure, elle n'a pas assez de force pour vaincre les humeurs qui la dominent, à moins d'être poussée par la liqueur inférieure, si elle est elle-même supérieure, ou d'être aidée par celle qui est supérieure, si elle-même est inférieure. Et lorsque chez un homme, quel qu'il soit, une liqueur de cette espèce se sera développée à l'excès, au-delà de sa mesure, toutes les autres humeurs ne pourront demeurer tranquilles en lui, sauf s'il s'agit de ces hommes que pénètre la grâce divine, en leur donnant soit par leur force comme à Samson, soit la sagesse comme à Salomon, soit la vertu de prophétie comme à Jérémie. C'est encore le cas pour quelques païens comme Platon et ses semblables. Et lorsque les autres déraisonnent, alors se dressent ces hommes rendus très forts dans leur vertu par la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu permet qu'ils connaissent des changements de leur état, si bien qu'ils sont parfois malades, parfois en bonne santé, parfois dans la crainte, parfois dans la confiance, parfois dans la tristesse, parfois dans la joie. Et Dieu répare en eux tout cela, si bien que quand ils sont malades, il leur donne la santé. Quand ils sont timorés, il leur donne de l'audace. Quand ils sont tristes, il les rend joyeux. Dès lors, si chez un homme le flegme sec l'emporte sur l'humide et l'humide sur l'écumant et le tiède, le flegme sec est alors semblable à une maîtresse et l'humide à une servante, tandis que l'écumant et le tiède sont comme des serviteurs plus petits, inférieurs et jaloux. Et ces deux derniers, selon leur force, sont la liqueur des deux supérieurs. Et cet homme est naturellement prudent et irritable et violent dans ses actions. Et il n'est pas constant dans ses actions, car la sécheresse les consume et jaillit facilement à elle, comme une flamme qui tombe vite et vite ressurgit. Il est en bonne santé et vit longtemps, et sans parvenir à une vieillesse achevée, car une fois que sa chair a été desséchée par le feu, il ne reçoit plus une aide totale de l'humide. Donc ça, c'était pour... Les humains. mais c'est quel... mais c'est encore le flegmatique, non? C'est plutôt le... Oui, c'est encore dans flegme et humeur. Mais c'est le flegmatique plutôt, là, non? Enfin, Ben, comme elle parle aussi de Samson, Jérémie, Salomon, c'est peut-être mélancolique aussi. Donc en tout cas, on voit bien qu'elle parle de l'équilibre. Et alors, oui, alors il y a un équilibre. Donc il y a les quatre humeurs. Donc sang, bile noire, bile jaune. Donc là, elle parle pas, elle est pas assez précise parce elle a son vocabulaire à elle en plus. Oui, mais elle parle bien des quatre humeurs quand même. Donc sang, bile jaune, bile noire, mélancolie. Et en plus, il y a le tiède, le tiède, l'humide. Alors elle appelle ça l'écumant et le sec. Donc le sec, l'humide. Et l'écumant et le tiède. Donc le bouillonnant et tiède, c'est ça. Donc qui s'intercalent pour faire d'autres variantes de chaque humeur. Comme si vous aviez la rose des vents, puis vous avez le sud-ouest, le nord-ouest, etc. en plus des quatre directions principales. D'accord? Donc vous avez, comme vous avez en fait le chaud et l'humide, le sec et l'humide et le chaud et froid. Prenez chaud et froid, sec humide. Donc vous pouvez avoir du chaud humide, du sec froid, du froid humide, etc. Donc ça fonctionne comme ça en fait. Le corps humain fonctionne pareil. Et donc à propos de Jérémie et des prophètes, elle dit qu'ils ont un équilibre qui se fait grâce à Dieu, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est joli, et elle dit « Et lorsque chez un homme, quel qu'il soit, une liqueur de cette espèce se sera développée à l'excès,
au-delà de sa mesure, toutes les autres humeurs ne pourront demeurer tranquilles en lui, sauf s'il s'agit de ces hommes que pénètre la grâce divine, en leur donnant soit par la force comme un Samson, soit la sagesse comme un Salomon, soit la vertu de prophétie comme un Jérémie. Voilà. Ok. Donc, oui, voilà. L'activité spirituelle va permettre d'équilibrer aussi les humeurs en transcendant effectivement les conditionnements, les purs conditionnements corporels. Alors ensuite, bon là je fais des sauts pour faire vraiment que sur les humeurs, comme ça nous donne vraiment sa théorie complète. Après il y a le dosage des humeurs et les conséquences. Ouais, mais là ça, pardon, plein de maladies liées voilà, la frénésie, les bossus, les sauts, la folie, le désespoir, la paralysie, les timides, les muets, donc, les suicidaires, les colériques, les obsédés, la dureté, la frénésie, la santé. Bon, il y a un passage sur la chute de Lucifer, mais là c'est un autre, on le lira après. Si tu veux retenir, c'est page 78. Si tu veux le lire après, page 78, la chute de Lucifer, on fera ça après. Alors, on revient sur les humeurs. Oui, humeurs. Le tempérament. Tu veux lire ou pas? Vas-y, Un petit peu. Tu lis le paragraphe, voilà, paragraphe, puis tu t'arrêtes. Les tempéraments. Voilà. Les virils et colériques. Il y a un certain nombre d'hommes qui sont virils et qui ont le cerveau fort et épais. Ces veines extérieures qui tiennent sa membrane en place sont un peu rouges, et la couleur de leur visage paraît quelque peu rougeaude, comme on le voit sur certaines images qui sont colorées en rouge, et ils ont des veines épaisses et fortes, qui contiennent un sang ardent, blanc, comme de l'acier. Ils ont une large poitrine et des bras vigoureux. Cependant, ils ne sont pas très gras, car leurs veines fortes, leur sang fort et leurs membres forts ne laissent pas leur chair se charger de graisse. Alors, ça c'est les sanguins. Voilà. Et quand elle dit sang blanc, ça veut dire que la veine est grosse et la peau est blanche à cet endroit-là, mais c'est pas le sang qui est blanc, évidemment. Donc voilà, ça c'est le type du sanguin. Donc il est vigoureux, donc éventuellement rougeau, donc caractérisé par le rouge, et puis il n'est pas gras, quoi. Le sanguin ne grossit pas. Tandis que je crois que le flegmatique grossit plus. Le lymphatique regrossit plus. En fait, le sanguin d'après moi, le sang va tout de suite, en fait, drainer les forces tirer des aliments et ne va pas faire de stock parce qu'il y a une sorte de vigueur qui s'exprime très vite par le sang. Et qui va irriguer les muscles, et c'est pour ça qu'elle parle aussi c'est des personnes très vigoureuses, c'est ça? Les bras vigoureux. Ensuite, les testicules. Le vin qui est dans leurs testicules est igné. Igné, donc ça veut dire de feu. Plus que venteux. Il a 2 réceptacles qui lui sont destinés, dans lesquels il souffle comme dans une vessie. Et ces réceptacles entourent la racine de toutes les forces de l'homme et lui servent d'aide. Alors, vessie, aujourd'hui on dirait un ballon de baudruche. Hein. Un ballon. Eux, ils pensaient à vessie. Parce qu'ils pouvaient gonfler les vessies. De même que de petites fortifications placées auprès d'une tour et qui la défendent. Ici, ils sont 2. C'est pour entourer, fortifier et soutenir plus fortement la dite racine et pour recevoir avec plus de force et de capacité le vent susdit. L'attirer en eux et le faire sortir régulièrement, comme 2 soufflets qui soufflent régulièrement sur le feu. C'est pourquoi, lorsqu'ils redressent cette tige dans sa puissance, ils la soutiennent avec la vigueur et cette même tige fleurit sous la forme d'une descendance.
Voilà, donc c'est un aspect de la sexualité qui est lié au sang. Donc elle le lie au sang puisqu'elle parle du sanguin juste avant. En fait, elle parle au début du sanguin, puis après elle parle des testicules et de l'organe sexuel masculin qui est, pour tous les hommes du coup à peu près, mais en fait pour elle c'est lié plutôt au sang parce que ça fait souffler une sorte de vent igné, donc de feu, parce que après il y a les 4 éléments, hein, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc elle dit que c'est plus lié au feu donc le sang véhicule un vent de feu quoi, en quelque sorte. Encore sur l'exil d'Adam. En effet, lorsqu'Adam est devenu sourd et aveugle, lors de sa prévarication, Donc son péché quoi. cette force s'en alla ailleurs en exil et s'enfuit furtivement dans les organes génitaux de l'homme où elle demeura. Bah là, on a quelque chose qui est proche de ce que disent les textes tantriques aussi. C'est-à-dire que la Kundalini qui va se loger jusqu'en bas de la colonne vertébrale et qui va se loger aussi donc au bas des organes génitaux. Quant aux hommes dont nous avons parlé, ils sont sages, respectés par les autres, recherchent les étreintes féminines et s'appliquent à éviter et à fuir les autres hommes, car ils aiment mieux les femmes que les hommes. Ils recherchent en effet si vivement l'union avec la beauté féminine qu'ils ne peuvent empêcher leur sang de s'échauffer d'une grande chaleur lorsqu'ils voient ou entendent une femme ou lorsqu'ils l'évoquent dans leurs pensées pour s'en souvenir. Car leurs yeux sont comme des flèches lancées vers l'amour de la femme quand ils l'ont vue, et leur voix comme un vent plein de vigueur quand ils l'ont entendue, et leurs pensées sont comme un tourbillon d'ouragan que l'on ne peut empêcher de s'abattre sur la terre. Ces hommes sont pleins de virilité, et à cause de leur fertilité sont appelés fabris, littéralement forgerons. Les ancêtres des Lefebvre n'étaient donc pas nécessairement célèbres pour leur qualité de batteurs de fer. Car dans leur ardeur, ils sont toujours fertiles pour produire des descendances plus nombreuses, comme un arbre qui se déploie largement en de multiples branches. Et c'est pourquoi, du fait de cette grande ardeur pour l'étreinte qui est en eux, ils sont comme des flèches, et s'ils ont l'occasion de s'unir à des femmes, ils sont alors en pleine forme et féconds, mais s'ils en sont privés, alors ils se dessèchent intérieurement et marchent comme des mourants, à moins que, du fait des débordements des songes ou de leurs pensées ou de quelque autre dépravation, ils ne rejettent l'écume de leurs semences. Ils sont tellement brûlés de désir du plaisir qu'il leur arrive parfois de s'approcher d'une créature insensible, qui n'est pas vivante, et de se contorsionner auprès d'elle, si bien que, comme s'ils se défendaient et luttaient contre ce même arbre, ils émettent l'écume de leurs semences, poussés à bout par l'ardeur qui est en eux, parce que la continence leur pèse lourdement. De ce fait, si ces gens-là, poussés par le respect, la crainte ou l'amour pour Dieu, veulent fuir les femmes, il faut qu'ils les évitent et les fuient comme un poison, car c'est pour eux difficile, et la crainte et la continence pourront à peine les empêcher d'étreindre les femmes dès qu'ils les auront vues. Les hommes qui naissent de ces gens-là ont des caractères tout à fait difficiles, ne savent pas maîtriser leur goût du plaisir, et leur conduite est aussi dévoyée par rapport aux habitudes humaines, que l'est une forme informe qui se forme à partir d'un bois sans forme et presque brûlé par le feu, à l'image d'une belle forme qui se fait à partir d'un beau bois, car la tentation diabolique prend une grande part à l'étreinte au cours de laquelle ils sont semés. Dans un écoulement abondant, cependant lorsque ceux-ci s'en tiennent à une étreinte d'une ardeur sagement et droitement modérée, ceux qui naissent d'eux sont tout à fait sages, utiles et agiles, d'un aspect viril et d'une belle beauté. Donc voilà, ça c'est pour là encore les sanguins. Tout ça c'est globalement pour les sanguins. Donc le sanguin il est plus porté sur la sexualité. On peut d'ailleurs l'intuiter assez aisément et elle développe ça, donc voilà, elle développe bien tout ça. Et aussi on remarque que le sanguin en fait, enfin moi je développe l'idée en modélisant le fait que les sanguins est lié à la caste des guerriers,
qui est justement la caste où bah, on aime bien tromper sa femme, son conjoint, etc. On veut absolument une lignée très nombreuse, donc on est lié sur... C'est une caste qui est associée à la volonté d'avoir le plus d'enfants possible, voilà, d'avoir une lignée la plus nombreuse possible, et qui est donc plus guerrière, plus, voilà, qui est plus portée sur les sensations fortes. Et voilà, donc ça correspond un peu à tout ce qu'elle a dit. Voilà. Après, il peut y avoir des équilibrations, comme elle le dit à la fin, mais s'ils sont équilibrés, ça fait quand même des gens sages, etc. Ça reste possible. Des questions, des remarques? Non, du coup, les autres rumeurs, tu les identifies à quoi? Bah, elle en parle après, mais c'est un peu dans le désordre, mais voilà, donc là on est... Par rapport à ça, tu veux dire? Non, ouais, tu disais que là, les sanguins, tu les mettrais plus du côté Alors, guerrier, oui, voilà, guerrier. donc, bah, les mélancoliques, comme on l'a vu, c'est les prophètes, donc c'est plutôt les saints, les prêtres, les moines, les gens très spirituels qui cherchent l'initiation, qui cherchent la mystique, qui cherchent la spiritualité, qui cherchent des degrés supérieurs de l'être, des degrés supra-individuels, tandis que le sanguin, non, le sanguin, lui, il veut produire des enfants, donc il veut développer l'individualité, voilà. Le mélancolique, lui, voilà, il est entre le monde et Dieu, et donc il veut aller à Dieu, mais tout en étant dans les tensions par rapport au monde. Et finalement, son individualité, voilà, c'est pas tellement important pour lui. Et puis bon, les autres, voilà, donc le flegmatique, enfin le lymphatique, pour moi, c'est plus lié au monde bah, de la troisième caste, donc les paysans et les artisans. Parce qu'ils sont plus tempérés et puis ils sont liés à la matière. Le flegmatique est plus, voilà, plus lié au confort matériel, par exemple. Le sanguin est plus conquérant, plus passionné, plus guerrier, voilà, un peu turbulent, quoi. Mhm. Et voilà, plus passionné. Le flegmatique, enfin, le lymphatique est plus moins passionnel, quoi. Au niveau des relations humaines, par exemple, il est moins passionnel. Et puis pour moi, le bill jaune, c'est plus lié au choudra, aux serviteurs. Donc comme elle l'a dit d'ailleurs, jaloux, les servantes jalouses. Elle le disait tout à l'heure, mais ça n'était pas lié à la bille jaune. Mais, enfin, on va voir si ça correspond à ce que dit le garde. Mais en gros, voilà, moi c'est ça mon idée. Je trouve que ça correspond assez bien pour l'instant. Est-ce que c'est pas déterministe les prédominantes qu'on a par exemple? Bah si, il y a une part de prédétermination quand même. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un contexte qui favorise. Oui, donc, mais c'est pas fataliste non quand même. Non, c'est pas totalement. Elle le dit elle-même, si le sanguin il se Ouais. rééquilibre, il peut engendrer des enfants sages, voilà. Donc c'est pas. Et puis d'ailleurs, justement, il y a les causes et les remèdes. Là, on est dans les causes. Après, il y a des remèdes pour équilibrer les passions et les humeurs. Donc voilà. Là, on est dans les causes en fait. D'accord, ok. Les conditions de départ, quoi. Je continue? Ouais. Les sanguins. Il y a d'autres hommes qui ont le cerveau chaud, une agréable couleur du visage, mêlée de blanc et de rouge, des veines solides emplies de sang, un sang épais, une couleur franchement rouge. Ils ont aussi en eux une humeur agréable qui n'est chargée ni de tristesse ni d'aigreur, et que l'aigreur... C'est quoi? Non. Ok. Et que l'aigreur de la mélancolie fuit et vite, et parce qu'ils ont le cerveau chaud et un sang de qualité, et que leurs humeurs ne sont pas alourdies, ils ont dans leur corps des chairs épaisses. Quant au désir qui est dans leurs cuisses, il est plus venteux qu'il n'y est, et pour cette raison, ils sont capables d'abstinence, car le très grand vent qui est dans leurs cuisses apaise et modère en eux le feu. Et lorsque parfois ce vent et ce feu tombent dans leurs deux tabernacles, ils accomplissent leur office dans le respect et avec un amour mesuré, si bien que leur branchage se développe en fleurs, magnifiquement, car on les appelle maisons d'or, à cause de leur juste étreinte. Parce que la raison en eux sent d'où elle vient, et de ce fait, il y a en eux de la modération et un comportement humain. Et il leur est nécessaire de se marier selon l'usage des hommes, car la nature féminine est plus douce et plus légère que la nature masculine. Avec les femmes, ils peuvent vivre dans l'honneur et la fertilité,
Ils sont capables de s'abstenir d'elles et les regardent d'un œil noble et mesuré, car alors que les regards des autres sont comme des flèches dirigées contre elles, leurs regards à eux s'unissent dignement à elles dans une symphonie. Et alors que l'ouïe des autres est comme un vent violent lancé contre elles, leur ouïe à eux est comme le son d'une cithare. Et alors que les pensées des autres sont comme une tempête, ceux-ci sont appelés amoureux, sages et pleins de dignité. Souvent, ils éprouvent de nombreuses peines lorsqu'ils mettent un frein à leurs possibilités, mais il y a en eux la sage prudence que détient l'habileté féminine, qui, du fait de cette nature féminine, leur impose une bonne continence, et ils ont aussi une intelligence intelligente. Alors, c'est la fin d'un paragraphe ou pas Non, j'ai plus que ça. Ceux qui naissent d'eux sont continents, heureux, utiles et droits dans toute leur action, et demeurent sans jalousie, car le vent et le feu dans les cuisses de leurs parents les ont droitement équilibrés, puisque le feu n'a pas dominé le vent en étant plus abondant que lui. Et c'est le vent qui a tempéré le feu. Et ceux qui sont ainsi formés seront utiles. Quant aux hommes dont j'ai parlé plus haut, s'ils sont privés de femmes, ils vivent sans éclat, comme un jour sans soleil. Mais de même que, dans un jour sans soleil, les fruits ne risquent pas de se dessécher, de même ceux-ci, quand ils restent à l'écart des femmes, sont maintenus dans une tension modérée avec les femmes. En revanche, s'ils sont joyeux, comme l'est un jour ensoleillé, et parce que dans leur respect, leur voix, leurs pensées, ils sont agréables, ils émettent plus souvent que les autres une semence liquide qui n'est pas desséchée. Cela leur arrive quand ils veillent ou quand ils dorment, et plus facilement que certaines autres, ils sont libérés de la chaleur du désir qu'ils assouviraient seuls avec eux-mêmes ou à l'aide d'autres objets. Donc là, en fait, c'est d'autres sanguins. C'est un autre type de sanguin. On est toujours dans les sanguins, en fait. C'était les virils, je crois, au début. Voilà, c'était les sanguins très sanguins, on va dire. Et là, c'est les sanguins un peu plus modérés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que les sanguins, donc les sanguins donc très passionnés au début, si ils essayent d'être continents, en fait, ils n'y arrivent pas. Elle dit elle-même, ils n'y arrivent pas et du coup, ils tombent malades en fait, parce que c'est comme une cocotte minute quoi, voilà, il faut qu'elle expulse, il faut qu'elle ait des soupapes et parce que donc c'est la médecine des humeurs, donc une humeur si elle est trop forte, il faut de toute manière l'équilibrer ou qu'elle s'exprime d'une autre manière pour enlever son surplus. Et donc sous-entendu là, par exemple, s'il y a un moine, quelqu'un qui veut devenir moine alors qu'il est sanguin extrêmement fort, en fait, il va arriver à se contenir pendant un certain temps, mais il va pas y arriver en fait, il va pas arriver à tenir son célibat et sa chasteté totale, et donc ils sont pas adaptés à la vie monastique en fait. Par contre, on a l'impression qu'elle dit que là, les autres sanguins, plus modérés, s'ils sont continents, ils peuvent y arriver, voilà. Donc c'est une manière aussi de profiler les personnes qui seraient qualifiées à devenir moines ou pas, en fonction des humeurs. Et comment ils regardaient les humeurs, comment ils identifient les humeurs? Comme elle le dit, quelqu'un qui n'a pas ce Ah oui, pour ouais. elle a des signes, il y a des signes, puis il y a plusieurs chapitres en plus sur les signes. Après, il y a d'autres chapitres pour définir les gens selon des catégories. C'est physique surtout du coup. Bah oui. Ah mais c'est physique et psychologique aussi. Hein. C'est Non, ouais. Et puis elle prévoit, voilà, si un tel personnage va faire de la continence, il va se passer telle chose, ou si ça peut être contre-productif, voilà. Après, les flegmatiques, non, les mélancoliques. Ouais, okay. Donc ça, c'était les sanguins. Et en fait, mais dès le début, les virils et les colériques, pour moi, c'est déjà un peu sanguin. Mais en fait, les colériques, chez Hildegard de Bingen, désignent les personnes donc chez qui la dominante est la bile jaune. Donc la bile jaune, c'est les colériques. Et qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle parle du cerveau chaud? Au début, je crois qu'elle dit ça. Il y a d'autres hommes qui ont le cerveau chaud, une agréable couleur de visage, mêlée de blanc et de rouge, des veines solides remplies de sang, un sang épais de couleur franchement rouge. Vraiment les sanguins. En fait, c'est... donc, colère,
Donc là, elle parle des virils. Avant, c'était les virils et les colériques. Donc colérique, en fait, la colérique, ça veut dire, c'est comme mélancolie, en fait. Colie, ça donnait colère. Donc la bile, un surplus de bile donne de la colère. Ça, c'est le truc, c'est la base. Un surplus de bile donne de la colère. Quand on se fait de la bile, 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 au bout d'un moment, comme on dit, hein, se faire de la bile, être bilieux, le surplus de bile va devenir tellement grand que ça va exploser par de la colère. Dans tout, C'est toute la, c'est dans toutes toutes les billes différentes. Alors, Qu'elles non, soient jaunes, rouges ou... il y a la bile jaune et la bile noire, donc il y en a que deux, bile jaune ou bile noire. Mais elle le dit pas là. Elle le dit pas, donc en tout cas, c'est des gens qui sont effectivement colériques, c'est-à-dire qu'ils ont trop de, alors peut-être de la bile jaune ou de la bile noire, on sait pas. En tout cas, ils ont de la bile, ou les deux. Et du coup, ça les rend rouges. Mais tu vois, il disait déjà, de couleur rougeaude, colorées de rouge, ont des veines épaisses et fortes qui contiennent un sang ardent, etc. Alors elle dit que j'ai un sang ardent, blanc comme de la cire, mais on voit pas trop comment il peut être blanc, mais ça c'est un peu énigmatique. Leur sang fort et leurs membres flancs ne laissent pas leur chair se charger de graisse, tandis que les sanguins pour elles sont franchement rouges. Bon là, voilà, c'est un peu subtil. Et donc le cerveau chaud, je sais pas, le cerveau chaud, je sais pas pourquoi, il est chaud là, c'est un peu énigmatique aussi. Parce qu'ils ont le cerveau chaud et un sang de qualité, et leurs humeurs ne sont pas alourdies, ils ont dans leur corps des chairs épaisses. Donc c'est pas alourdi, du coup ça fait des chairs épaisses. C'est un peu énigmatique. C'est très subtil parce que c'est des dosages en fait qui peuvent se retourner dans des expressions humeur subtile, chair épaisse, etc. Donc c'est toute une logique, il faut rentrer dedans. Hein. Il faut vraiment être un spécialiste, mais j'essaie de déterminer quelques principes généraux pour commencer à décrypter. Mais ce que je pense, c'est que le cerveau chaud, ça permet justement d'équilibrer les humeurs. C'est pour ça que les sanguins qui ont le cerveau chaud, après, toute sa description, c'est des gens qui sont équilibrés. Voilà, ceux qui naissent d'eux sont continents, heureux, utiles et droits dans toutes leurs actions, demeurent sans jalousie, etc., etc. Car le vent et le feu, donc l'air et le feu, dans les cuisses de leurs parents, donc autrement dit dans leurs organes génitaux, on les ont droitement équilibrés. Donc tout ça c'est équilibré, puisque le feu n'a pas dominé le vent en étant plus abondant que lui. Et c'est le vent qui a tempéré le feu. Tandis que chez les colériques, donc Les biles jaunes. il disait que c'était le vent qui était, non, le feu c'était igné, c'est ça, voilà, c'était un vent igné. Donc le feu l'emportait sur l'air. Donc il y avait un déséquilibre des deux éléments. Le feu l'emportait sur l'air. Donc du coup, comme ils étaient plus ignés, donc de feu, c'était un tempérament de feu, donc très passionnel, très déséquilibré, voire violent. Tandis que les sanguins qu'elle vient de décrire sont des sanguins équilibrés. Alors les mélancoliques. Il y a d'autres hommes dont le cerveau est épais, avec une membrane et des veines agitées. Ils ont un visage au teint sombre, si bien que leurs yeux sont parfois enflammés et vipérins. Vipérin, ça veut dire comme une vipère qui a des yeux très... vous voyez un œil très fin, très perçant. Ils ont des veines dures et fortes qui contiennent en elles un sang noir et épais, évidemment, mélancolique, donc bile noire, sang noir. Ne serait-ce qu'au niveau symbolique. Ils ont des chairs épaisses et dures, des os épais qui contiennent peu de moelle. Celles-ci toutefois s'enflamment si vivement qu'avec les femmes, ils sont aussi incontinents que les animaux et les vipères. Ah, on considérait que les vipères s'entremêlaient tout le temps entre elles et étaient très lascives, donc étaient très sexuellement très actives. Les mélancoliques sont comme ça. Voilà, au départ. Et le vent qui est dans leurs testicules a 3 qualités. Il est igné, venteux et mêlé à la fumée de la mélancolie. Donc de feu, d'air, et aussi en plus la fumée de la mélancolie. On considérait aussi que la mélancolie faisait jaillir une sorte de fumée noire. C'est pourquoi ils n'ont d'affection honnête pour personne. Donc ils sont un peu misanthropes, en fait. Ils sont amers, avares, sots, excessifs dans le plaisir et sans retenue avec les femmes, comme des ânes. Et de ce fait, s'il leur arrive d'être privés de ce plaisir, ils sombrent facilement dans la folie et en deviennent frénétiques. Donc le mélancolique devient fou, assez facilement. Enfin, s'il est dans une frustration très forte. Lorsqu'ils peuvent assouvir leur désir sur les femmes, ils ne souffrent pas de folie,
Toutefois, l'étreinte dans laquelle il devrait posséder les femmes avec retenue est vicieuse, détestable et porteuse de mort, comme celle des loups rapides. Enfin, des loups rapaces, je pense que ça veut dire rapaces. Certains d'entre eux, à cause de leurs veines puissantes et à cause d'une moelle qui s'enflamme vivement par elle-même, se conduisent convenablement avec les femmes, comme le veut la nature humaine. Mais en même temps, ils les détestent. C'est-à-dire qu'ils se conduisent convenablement avec les femmes, mais parce qu'ils les détestent. C'est le côté misanthrope, qui permet d'être rééquilibré. C'est-à-dire qu'on se rééquilibre par un autre déséquilibre. C'est toujours comme ça, parce qu'on est dans la nature humaine. Donc, tant qu'il n'y a pas la spiritualité, un déséquilibre n'est rééquilibré que par un autre déséquilibre. C'est toujours comme ça. Certains peuvent éviter le sexe féminin parce qu'ils n'aiment pas les femmes et ne veulent pas les posséder. Mais ils sont dans leur cœur aussi cruels que des lions et ils ont des comportements d'ours. Là, je pense qu'elle pense à certains moines ou certains prêtres. Voilà. Ouais. Parce qu'ils sont abstinents et tout, mais ça les rend pas forcément très agréables. Cependant, ils sont utiles et prudents dans les activités de leurs mains et ils travaillent volontiers. Le vent du plaisir qui souffle dans les deux tabernacles de ces hommes, donc la libido, arrive complètement déchaîné et de façon brutale, comme un vent qui ébranle fortement et brusquement une maison entière. Et ils dressent leur branchage avec tant de tyrannie que cette même branche, qui devrait s'épanouir en fleurs, se recourbe avec l'âpreté des comportements des vipères, et dans une méchanceté semblable à celle que montre la vipère tueuse et mortelle envers sa progéniture. Car la tentation du diable pour le plaisir se déchaîne si vivement chez les hommes de cette espèce que, s'il le pouvait, il tuerait les femmes au cours de l'étreinte, car il n'y a en eux aucune trace d'amour ou d'affection. Donc c'est le côté misanthrope. Donc on considérait que le mélancolique pur, hein, si vous voulez, c'est le mélancolique pur, c'est-à-dire qui est vraiment emporté par cette humeur donc déséquilibrée, ça aboutit à ça, à de la misanthropie, à une très forte aussi, à un côté passionnel très fort, mais noir un peu destructeur. Donc elle dit comme la vipère tueuse et mortelle, y compris envers sa progéniture. Tandis que le sanguin, il voulait avoir une descendance, etc. Vous voyez, il y a une différence. Le mélancolique, lui, il veut pas une descendance. Il est passionné, il est égoïste, et en même temps mélancolique, enfin, misanthrope. Les fils et les filles qu'ils mettent ainsi au monde font preuve en de nombreuses occasions d'une folie diabolique dans leur débordement et leur conduite, car ils ont été conçus sans amour. Et ceux qui naissent d'eux seront souvent malheureux et retors dans toutes leurs attitudes. C'est pourquoi ils ne peuvent être aimés par les hommes, et ils n'habitent pas volontiers une maison avec les hommes, car ils sont harcelés par de multiples fantasmes. Donc, fantasme, ça peut vouloir dire imagination, voire des fantômes. Fantasme, fantôme, c'est un peu le même mot. S'ils demeurent avec des hommes, ils sont en but à leur haine, à leur jalousie et à leur comportement pervers, et ils ne connaissent aucune joie avec eux. Certains d'entre eux, cependant, sont parfois sages et utiles, mais malgré leur utilité, ils manifestent des comportements si pénibles et si désagréables qu'on ne peut ni les aimer ni les respecter, semblables à des pierres communes qui sont posées là sans éclat, comme si elles étaient éteintes et que l'on ne distingue pas au milieu des autres pierres parce qu'elles n'ont pas d'éclat. Donc là, c'est le mélancolique, mais vraiment dans le sens négatif du terme, mais ça donne aussi ça pour une garde de Bingen, quoi. Donc ça, c'est important de voir par rapport aux autres humeurs. Chaque humeur a ses défauts, en fait. Et là, ce qui domine, c'est vraiment le côté, le portrait misanthrope. Hein. Le mélancolique pur devient misanthrope, il aime personne. Mais en étant un peu quand même égoïste et passionné, le côté ermite insupportable, quoi. Pas de questions, de remarques? Les flegmatiques. Les flegmatiques. Il y a d'autres hommes qui ont un cerveau épais, blanc et sec, au point que les veines de ce cerveau sont plus blanches que rouges. Ils ont des yeux larges et chassieux, un visage au teint de femme, une peau qui n'est pas brillante, mais un éclat pour ainsi dire éteint. Ils ont des veines larges et molles, qui ne contiennent cependant pas beaucoup de sang, si bien que ce sang n'est quelque sorte pas sanguin, mais plutôt mousseux. La chair de leur corps n'est pas assez nourrie, et elle est molle, comme celle des femmes. Leurs membres sont forts, mais leur esprit n'est ni audacieux ni courageux. En revanche, dans leurs pensées et dans l'expression de leurs paroles, ils sont audacieux et ardents, comme un feu dont la flamme s'élève brusquement et brusquement retombe.
Et ils montent aussi dans l'audace, dans leur attitude, mais n'en ont pas dans leur action et dans leur comportement. Ils la manifestent plus par des paroles que par des actions. Le vent qui est dans leurs testicules contient un feu modéré, si bien qu'il chauffe modérément, et comme de l'eau qui est toujours chaude. Et les 2 maisons, qui devraient être comme 2 soufflets pour exciter le feu, ont été abandonnées en ruine et n'ont pas de force pour relever leurs branches, car elles n'ont pas en elles la plénitude du feu. Ces hommes, avec cette complexion, peuvent être aimés parce qu'ils sont capables de cohabiter avec des hommes et avec des femmes, et qu'ils sont fidèles. Ils n'éprouvent pas pour les hommes une haine mortelle, mais ils ont conservé dans le corps la modération et l'état de nature originelle dans lequel Adam et Ève se sont avancés sans avoir une empreinte charnelle, puisque tous deux étaient aussi peu disposés pour un genre d'empreinte que pour l'autre. Et parce qu'il ne peut y avoir en eux une semence virile, ils ne peuvent être virils, ni dans la barbe, ni dans les autres manifestations de ce genre. Et parce que, en outre, ils ne sont pas jaloux, c'est en toute bonne foi, car ils sont faibles de nature, ils aiment les femmes qui sont également faibles, parce que la femme, dans sa faiblesse, est semblable à un enfant, et c'est pour cela que ces hommes parfois s'échauffent modérément, si bien que parfois il leur pousse un peu de barbe, comme une terre qui porte un peu de grain. Mais ils n'ont pas la perfection d'une charrue pour fendre la terre, car ils ne peuvent s'unir aux femmes comme des hommes fertiles, mais ils sont stériles. Dès lors, dans leur esprit, ils ne donnent pas beaucoup de mal pour le plaisir, si ce n'est qu'ils éprouvent parfois en pensée et dans leur désir. Et parce qu'ils ont cette faiblesse en leur corps, ils ont également l'esprit lent, et les veines de leurs tempes ne sont pas remplies de virilité. Ils ont des veines qui ressemblent à de la paille et aux fragiles veines de certaines plantes, et on ne les appelle pas viriles, car leurs veines sont froides, et parce que leur semence est faible et sans consistance, comme de l'écume, et qu'ils ne peuvent la retenir jusqu'au moment opportun. Donc là, c'est les lymphatiques flegmatiques. Donc ça correspond bien. Donc le lymphatique flegmatique, bah voilà, il est beaucoup moins dynamique que le sanguin, ou même que le mélancolique. Ouais. On voit bien que ça correspond quand même à ce que je disais, je trouve. Donc ils ont moins de muscles, moins de dynamisme. Leur esprit n'est ni audacieux ni courageux, donc c'est pas le côté courageux du guerrier, c'est pas audacieux, voilà. Alors ils peuvent être audacieux et ardents, mais dans leurs paroles seulement. Et leur flamme s'élève brusquement et brusquement retombe, donc voilà. Ils n'ont pas d'audace dans leurs actions. Et après, on voit bien que c'est un peu une personne qui est atonique, qui a des qualités qui sont très atténuées, voilà. Donc ça correspond. Ils sont capables de cohabiter avec des hommes et des femmes, ils sont fidèles. Ils n'éprouvent pas pour les hommes une haine mortelle, contrairement aux mélancoliques purs. Hein. Parce que le fait de pouvoir être socialisable, c'est un critère important pour Hildegard de Bingen et dans la médecine traditionnelle aussi. C'est leur qualité. Là. Voilà, c'est une des qualités qui permettent de discerner quelles sont les humeurs chez quelqu'un, s'il arrive à cohabiter avec des gens ou pas. Ça te permet de savoir quelle est l'humeur qui est en surplus ou en manque. D'ailleurs, même, tu vois, il dit, ils ont conservé dans leur corps la modération de l'état de nature originel dans lequel Adam et Ève se sont avancés, voilà, sans avoir une étreinte charnelle. Mais ça, c'est pour autant qu'il est parfait le flegmatique. Hein, il a quand même des... Donc voilà, il a cette qualité-là, mais c'est une qualité qui est naturellement dans le défaut, enfin dans les avantages et les défauts de sa propre humeur dominante. Mais par contre, voilà, il ne peut y avoir en eux une semence virile, donc voilà, ils sont faibles de nature, ils aiment les femmes qui sont également faibles. Il y a plein de subtilités dans le truc. Il y a plein de subtilités. Oui. Enfin, elle a fait il y a les quatre pôles, on va dire, les quatre orientations, quoi, mais après. Voilà. C'est assez dur à imaginer. Il a une affinité presque, quoi, on pourrait dire. Ouais. Ouais, mais on peut se reconnaître à la fois dans tous et vraiment dans aucun. Ouais.
se reconnaît un peu dans tous, mais pas uniquement un seul, quoi. C'est assez complexe. Les tempéraments féminins, alors après c'est les femmes. La C'est sanguine. différent du coup. La sanguine. Certaines femmes sont de nature plutôt grasse et ont une chair douce et raffinée, des veines fines et un sang pur, sans souillure. Et comme leurs veines sont fines, elles contiennent moins de sang, leur chair se développe davantage et est davantage mêlée de sang. Elles ont le visage clair et blanc, elles sont objets d'amour, aimables, habiles de leurs mains, maîtresses d'elles-mêmes par leur esprit, et ne souffrent que d'un écoulement modéré de sang lors de leur flux menstruel. Parce que du coup, pour elles, c'est un peu ça le critère, pour les femmes. Le vase de la maternité est solidement implanté en elles pour l'enfantement. Elles sont donc fécondes et aptes à recevoir la semence virile. Cependant, elles ne mettent pas au monde beaucoup d'enfants. Et si elles n'ont pas de mari, si bien qu'elles n'ont pas de progéniture, elles tombent facilement malades. Mais si elles ont des maris, elles sont en bonne santé. Et si quelque temps avant l'époque de leurs règles, des gouttes de sang restent enfermées en elles et ne s'évacuent pas, il leur arrivera d'être mélancoliques. D'avoir des douleurs donc l'humeur se compense, elle crée un déséquilibre. Le sang, devient mélancolique parce qu'il n'a pas été évacué. Donc l'humeur, en fait, change de nature quand elle n'est pas évacuée. Parce que il faut aussi évacuer, d'où les saignées, tout ça. Parfois, il faut évacuer le sang, enfin évacuer une des 4 humeurs, sinon elle se transforme en une autre humeur. Ou bien la pourriture se développera dans leur chair, ou encore des abcès purulents, qu'on appelle scrofules, feront éruption sur elles, ou la lèpre se développera en elles, mais de façon modérée. Voilà, et on voit bien que ça correspond au sanguin qu'on avait vu tout à l'heure. C'est le sanguin, c'est la catégorie où on veut avoir des enfants. Hein. C'est la fertilité, c'est l'enfantement. Ils veulent des enfants ou ils veulent La copuler? Les deux. Ouais. Ils veulent copuler pour avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est une pulsion qui est quand même d'engendrer. Tandis que le mélancolique était plutôt un peu bizarre, un peu égoïste, quoi. Les flegmatiques. Il y a d'autres femmes dont la chair se développe peu, mais car elles ont de grosses veines, un sang assez sain et blanc, mais contenant un peu de poison, d'où il tire cette couleur blanche. Elles ont un visage sévère et le teint presque noir. Elles sont énergiques et efficaces car elles ont en quelque sorte une âme virile, et au temps de leurs règles, elles ont un flux de sang ni trop faible ni exagéré, mais modéré. Et parce qu'elles ont de grosses veines, elles sont très fécondes et conçoivent facilement, car leur matrice et tous leurs organes sont solidement implantés. Elles attirent les hommes à elles et les entraînent avec elles, et c'est pourquoi les hommes les aiment. Et si elles veulent se tenir à l'écart des hommes, elles peuvent se maintenir à l'écart de leur étreinte, car elles n'en sont pas beaucoup affaiblies, mais seulement un peu. Cependant, si elles ont évité l'étreinte des hommes, elles seront difficiles et pénibles de caractère. Mais si elles se conduisent avec les hommes de telle manière qu'elles refusent d'éviter leur étreinte, elles seront excessives et débordantes dans leur plaisir, à l'exemple des hommes. Et comme elles sont quelque peu viriles, à cause de la virilité qu'elles ont en elles, alors virilité ça veut dire la verdeur en fait, le fait d'être une sorte de vigueur très, très forte. Elles ont parfois un peu de duvet sur le menton. Et si leur flux de sang à l'époque menstruelle est comprimé en elles avant le temps naturel, elles endurent parfois une sorte de folie, la frénésie, ou bien elles seront splénétiques ou hydropiques. Donc le splénétique, ça veut dire le spleen, c'est la rate, je crois. Ou hydropique, donc ça c'est des problèmes au niveau des viscères. Ou alors des bourrelets de chair, qui sont des ulcères se développent en elles, ou bien encore sur l'un de leurs membres, elle va pousser de la chair superflue, comme un chancre que l'on trouve sur un arbre ou sur un fruit. Ah oui, les colériques, c'est les billes jaunes, du coup. C'est ça. Parce que là, il y a les 4, pour les femmes, il y a les 4, donc on voit bien les différences. Ça, c'était la flegmatique ou lymphatique. Et colérique, c'est billes jaunes. Il y a d'autres femmes qui ont peu de chair, mais de gros os, des veines moyennes, un sang épais et rouge. Elles ont le visage de couleur pâle, elles sont prudentes et pleines de bienveillance, les hommes leur manifestent du respect et on les redoute. Mais elles souffrent d'un fort écoulement de sang pendant leurs règles. Leur matrice est solidement placée en elles, et elles sont fécondes.
Les hommes aiment leur caractère, mais pourtant les fuient un peu et les évitent, car celles-ci, tout en les charmant, ne se les attachent pas. Si elles sont unies à un mari, elles sont chastes et lui conservent la fidélité des épouses, et avec eux elles conservent une bonne santé. Si elles n'ont pas de mari, elles souffriront dans leur corps et seront affaiblies, autant de ne pas savoir à quel homme elles peuvent donner leur fidélité de femme, que de n'avoir pas de mari. Et si le flux menstruel cesse chez elles plus tôt qu'il n'est normal, elles seront facilement paralysées et elles perdent leur force dans le flot de leurs humeurs, si bien qu'à cause de ces humeurs, elles seront malades, et qu'elles auront mal au foie, ou qu'elles auront facilement la tumeur du petit serpent, ou que leurs seins seront gonflés par des cancers. La mélancolique, pour terminer. Il y a d'autres femmes qui ont des chairs maigres, de grosses veines, des os moyens et du sang plus jaune que couleur de sang, sur le visage desquelles se mêlent le jaune et le noir. Bien sûr, noir mélancolique. Et là aussi, on voit qu'elles sont maigres, comme les hommes mélancoliques sont plus maigres. Celles-ci sont légères et hésitantes dans leurs pensées, moroses, se desséchant dans le chagrin. Et elles sont de nature indolente, si bien que parfois elles sont malades de mélancolie. Elles souffrent d'un flux menstruel excessif et sont stériles, car elles ont une matrice faible et fragile. Donc stérile, ça veut dire pas très féconde, on va dire. C'est peut-être parfois des hyperboles. Hein. Elles ne peuvent donc ni recevoir, ni retenir, ni réchauffer la semence de l'homme. Et c'est parfois pourquoi elles sont en meilleure santé, plus fortes et plus joyeuses sans mari qu'avec un mari, car si elles étaient avec un mari, elles en seraient rendues plus fragiles. Et les hommes s'écartent d'elles et les fuient, car de leur côté, elles ne parlent pas aux hommes avec amabilité, et parce qu'elles ne les aiment que modérément. Donc toujours le côté un peu misanthrope, des mélancoliques. Et si pour un instant elles connaissent le plaisir de la chair, celui-ci cesse pourtant bien vite. Certaines d'entre elles, cependant, si elles vivent avec des maris robustes et sanguins, arrivent parfois, lorsqu'elles ont atteint la cinquantaine, à mettre au monde au moins un enfant. Mais si elles sont avec des maris dont la nature est faible, alors elles ne conçoivent pas et demeureront stériles. Et si le flux menstruel cesse en elles, avant le temps prévu par la nature féminine, donc la ménopause, alors elles auront la goutte ou les jambes enflées, où elles souffriront de la folie que suscite la mélancolie, de douleurs du dos ou des reins, ou alors leur corps enflera parce que l'impureté ou la souillure qui aurait dû être rejetée de leur corps par le flux menstruel demeure enfermée en elles. Et si on ne vient pas à leur aide au cours de cette maladie, si bien qu'elles n'en sont pas libérées par l'aide de Dieu ou de la médecine, elles mourront rapidement. Donc, pour finir, on voit bien qu'il y a toujours des humeurs. Alors pour l'homme, c'est par l'émission de semences, et pour la femme, c'est par le flux menstruel. Que les humeurs sont un peu équilibrées, c'est le critère qu'elle prend quand même, Hildegard de Bingen. On voit bien que la mélancolie, on a l'impression qu'elle pense à des moniales, hein, plus à des moniales quand même. Donc ça confirme bien que le mélancolique ou la mélancolique, c'est l'humeur dominante qui est liée plus aux personnes ayant des aspirations spirituelles, même si là, il n'en parle pas spécialement. C'est bon.